Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une conférence qui s'appelle « Laisse pas traîner ton log ». Donc, comme vous en doutez, on va parler de log, forcément. Et bon, je vais commencer déjà par me présenter. Enfin, je vais essayer. Ah, un petit souci, je crois. Parfait. Donc, je m'appelle Olivier Dolbeau, je travaille chez Blablacar depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Donc, principalement en tant que développeur, mais je suis passé récemment dans l'équipe architecte. Donc voilà. Bon, c'est pas le plus important. Qui parmi vous connaît Blablacar? Presque toutes les mains se lèvent, c'est génial. Je vais quand même faire un rapide résumé pour ceux qui n'ont pas levé la main. En gros, c'est un site qui met en relation des conducteurs et des passagers. Donc le principe est simple, plutôt que de voyager tout seul et de payer tous les frais, vaut mieux prendre des passagers et partager ses frais et passer un moment convivial avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, on est présent dans 15 ou 16 pays, on a plus de 10 millions de membres et ça continue de grossir énormément. Donc je vais en venir tout de suite au sujet. Donc on va commencer par voir déjà ce que c'est qu'un log. Donc pour ça, j'étais fait très simple, j'ai été sur Wikipédia. Donc en fait, on apprend que c'est tout simplement un fichier. Voilà, un fichier qui va nous permettre de loguer en fait tout ce qui se passe pendant que le kernel tourne, pendant que une application tourne, etc. Donc de quel log on parle déjà? Parce que des logs, il y en a plein de types différents. Donc ce dont on va parler principalement, ça va être d'abord tout ce qui est access log. Donc ça vous connaissez tous, dès que j'ai un accès sur mon serveur web, je vais avoir envie de peut-être le loguer pour avoir des statistiques derrière. Tout ce qui est syslog, pour être au courant de ce qui se passe dans toute mon infra, sur toutes mes machines, qu'est-ce qu'elles font, est-ce qu'il y a des problèmes. Et enfin, ce dont on parlera le plus, tous les logs applicatifs, puisque ça va nous permettre en fait de remonter des signaux via l'application, de savoir ce qui se passe, est-ce que j'ai des erreurs quand je traite mes pages, etc. Donc c'est vraiment la partie sur laquelle on va se concentrer sur la fin. Donc aujourd'hui, quand on a des logs en fichier, généralement, comment on y accède? Le plus simplement du monde, via SSH. C'est la méthode la plus courante, je me fais un SSH sur le serveur, et ensuite, pour analyser ces logs, encore une fois, on utilise tous les mêmes outils. Grosso modo, je vais faire un tail ou un cat sur le fichier, je vais faire du grep, du sed, enfin ce que vous voulez, mais en gros, je vais utiliser les outils Unix de base que tout le monde connaît. Ça, c'est un bout de code que j'ai récupéré en fait dans le repo GitHub de mon coloc. Et en gros, c'est la ligne de code qu'il utilise juste pour avoir des access logs avec un peu de couleur, histoire que ce soit un peu plus sympa, que ce soit un peu plus lisible. Donc c'est sympa, on voit qu'il y a du set dans tous les sens. C'est un inconvénient majeur, c'est que ça ne marche que pour ses access logs à lui. Donc ça déjà, personnellement, ça me dérange un peu. J'ai pas envie d'adapter ce code parce que j'en ai enlevé, hein, mais c'est complètement imbitable. Bon, voilà. Et qui aujourd'hui parmi vous fait ça? Qui se connecte en SSH sur ses serveurs pour accéder à ses logs et utilise ces outils? Il y a presque autant de mains qui se lèvent que pour la question précédente. C'est un peu moins bien. Donc j'espère pouvoir vous faire changer d'avis après cette conf. C'est vraiment l'objectif. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs outils, enfin pour changer cette manière de faire. Donc tout d'abord, on va utiliser Elasticsearch. Donc il y a une techno assez connue, qui a un moteur de recherche. Voilà, j'ai copié-collé la description qui est sur leur site web. Donc on peut voir un peu tout ce qu'il donne. C'est vraiment un moteur de recherche qui peut faire de la recherche full text, qui peut faire de l'agrégation, des facettes, qui est distribué, qui a une API REST, etc. C'est un outil qui est absolument génial, qui est parfaitement adapté à ce besoin-là, mais aussi à plein d'autres besoins. Donc n'hésitez surtout pas à regarder si vous ne connaissez pas et à l'utiliser pour des projets perso. C'est vraiment fabuleux. On va utiliser un autre outil qui s'appelle Logstash. Donc Logstash, le principe en fait, ça va être de filtrer des logs. Donc ça se décompose en 3 parties. On va avoir d'un côté les inputs, ensuite les filters, ensuite les outputs. Et le principe est vraiment super simple. Je vais déclarer un input. Donc par exemple, on en verra après. Je vais recevoir mes logs à tel endroit. Je vais ensuite les filtrer, par exemple, pour ajouter des informations, pour en enlever, pour la modifier. Et ensuite, je vais renvoyer mes logs ailleurs. Donc on verra après comment ça se passe. Il y a aussi quelques codecs qui sont abordés dans la doc. On ne les verra pas aujourd'hui. L'intérêt, enfin, faut vraiment aller pousser Logstash pour les utiliser. Bon, voilà, ça existe. Et enfin, on utilise un dernier outil qui s'appelle Kibana. Et donc Kibana, encore une fois, j'ai fait un copier-coller, mais je trouve que ça résume parfaitement. C'est juste en fait une interface qui va vous permettre d'accéder à un back-end, donc en l'occurrence ce sera Elasticsearch, pour visualiser vos logs. Donc comme ils le disent, il n'y a pas besoin de code, c'est en temps réel. Je vous ferai une petite démo à la fin, vous verrez, c'est extrêmement puissant, on peut faire plein de choses avec. Et donc voilà, donc les 3 outils qu'on va utiliser. Ces 3 outils, c'est ce qu'on appelle la stack ELK.
donc, comme Elasticsearch, Logstash et Kibana. Donc c'est une stack qui est maintenant officiellement, qui est officiellement supportée, on va dire, par la boîte, l'entreprise Elasticsearch, qui a racheté d'ailleurs, je crois, Logstash assez récemment, qui a beaucoup bossé sur Kibana. Et donc maintenant, cette stack-là fait partie des produits qui vendent, on va dire, enfin qui promeuvent, parce qu'ils ne le vendent pas vraiment, tout est open source. Donc voilà comment ça va se passer. Donc on va envoyer nos logs dans Logstash. Donc on l'a vu via différents inputs. On va potentiellement les filtrer et ensuite on va les renvoyer via un output dans Elasticsearch. Donc qui sera évidemment notre backend de storage. Et enfin on va utiliser donc la flèche est limite dans le mauvais sens. C'est plutôt Kibana qui va en fait aller interroger Elasticsearch pour récupérer donc tous nos logs, les filtrer, les agréger, etc. et faire des beaux graphiques. Donc je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure qui est syslog. Donc on va partir d'un fichier qui est comme ça, donc qui est juste illisible, et on va voir comment faire en fait avec cette stack pour avoir quelque chose de présentable et de facile à analyser. Donc la première chose en fait, c'est ce qu'on utilise chez nous, il y a plein d'autres solutions. On utilise en fait rsyslog. Donc rsyslog c'est vraiment génial, ça va nous permettre en fait de balancer tous nos syslogs à Logstash. Et pour ça, ça se fait avec une seule ligne de commande. Donc en une seule ligne, dans la conf de rsyslog, je vais tout simplement lui dire de balancer tous mes logs. Donc là, j'ai mis en local, en utilisant le format rsyslog qui est défini par le format de base d'rsyslog. Donc en fait, je ne fais absolument aucun traitement, je prends juste tous mes syslogs et je les envoie à Logstash. Donc jusque-là, c'est extrêmement simple à mettre en place. Ensuite, dans Logstash, on va devoir configurer les différentes parties. Donc la première à configurer, ça va être l'input. Encore une fois, je pense que ça se passe vraiment d'explication. Je vais juste déclarer un input de type UDP, je lui dis quel port écouter, je lui dis que c'est du type syslog, et voilà. À partir de maintenant, mon Logstash est capable d'écouter sur ce port-là et de récupérer tous les logs qui arrivent. Donc la seconde partie, ça va être le filter. Donc là, ça se complique un petit peu, mais sans plus. On utilise un filter qu'on appelle Grok, qui est le filtre le plus utilisé de Logstash, et qui va en fait permettre, grosso modo, pour caricaturer, de faire des regex. Un de ses gros avantages, c'est qu'en fait, Logstash va fournir plein de variables. Donc par exemple, là on en voit plusieurs. Il y a postint, syslog-host, etc., timestamp. Ça va nous éviter de devoir manuellement faire une regex pour parser un host, par exemple. C'est déjà fait dans Logstash, il n'y a pas besoin de le faire. En l'occurrence, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va analyser, donc on va faire une sorte de preg match en fait sur la chaîne qu'on va recevoir, et on va stocker le syslog, le host pardon, qui est envoyé dans le syslog, dans un champ qui s'appelle syslog-hostname. Ensuite, on voit aussi qu'il y a des add fields qui vont nous permettre en fait de rajouter des informations à nos logs. Donc au final, on va avoir un syslog qui va être découpé, on va mettre le hostname dans un champ, la date, le timestamp pardon, dans un autre champ, le programme, le PID, etc. Et on va rajouter des champs en plus pour derrière pouvoir faire l'analyse. Donc rien de très compliqué encore une fois. Et enfin, il nous reste une dernière partie pour Logstash, c'est l'output. Donc là, ce qu'on va faire, c'est comme on utilise Elasticsearch, on va le configurer. Et la conf est extrêmement simple, juste à lui donner un host, un port, et donc il y a plusieurs autres informations, l'index dans lequel il doit stocker, donc je ne rentre pas dans les détails pour ceux qui connaissent Elasticsearch, en gros c'est organisé par index, donc je lui donne dans quel index il doit stocker les informations, et je lui dis de ne pas manager les templates. Donc à partir de là, on a déjà mis en place quasiment toute la stack. On a déjà nos logs, syslogs, qui sont envoyés via rsyslog à Logstash. Logstash est configuré donc pour les recevoir, les traiter, les améliorer, et ensuite les renvoyer dans Elasticsearch. Donc avant de passer à la partie Kibana, je vais vous montrer comment faire la même chose avec les logs applicatifs. Parce que clairement, je pense que c'est le truc le plus intéressant, surtout pour les développeurs. Donc la seule chose dont vous avez besoin pour ça, c'est Monolog. Monolog a absolument tout prévu, c'est absolument génial, et on peut tout faire avec. Qui ne connaît pas Monolog ? Ah, il y en a quand même quelques-uns. C'est une librairie qui permet en fait de faire du log, tout simplement, qui respecte l'interface PSR3. Et grosso modo, pour caricaturer, je vais le détailler un peu après. Donc vous avez pas mal de choses dans Monolog, pardon, je vais y arriver. Première chose, vous avez des handlers. Donc en fait, les handlers, c'est plus ou moins les outputs qu'on a retrouvés dans Logstash. C'est tout simplement des sorties. Donc là, j'en ai listé quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc le stream handler, que tout le monde connaît, c'est pour tout simplement loguer dans un fichier. Error log, pour loguer dans error log. Tous les noms sont assez explicites, je pense. Il y en a des un peu plus compliqués, on va dire, comme le finger crossed, qui va nous permettre en fait de garder tous les logs de l'application jusqu'à ce qu'on atteigne un certain niveau. Et dans ce cas-là, on va tout envoyer en fichier ou ailleurs.
le null handler qui ne fait pas de log, tout simplement. Donc voilà, les handlers. On a un autre concept, c'est les channels. Grosso modo, les channels, c'est tout simplement un nom pour notre logger. Ce qui nous permet derrière, quand on fait du log, en fait, d'avoir un nom attaché à ce log. Donc Symfony, pour ceux qui l'utilisent, pour ceux qui connaissent, l'utilisent beaucoup. Par exemple, on a des channels pour le channel par défaut qui est app, donc qui va être tous vos logs applicatifs si vous ne changez pas de channel. On va avoir un channel security, donc tous les logs liés à la sécurité seront tagués avec ce channel, etc., etc. Donc il y en a un pour Doctrine, il y en a d'autres, voilà. Donc ça va vraiment nous permettre de faire déjà une première catégorisation de nos logs. Ensuite, on a des processors. Alors les processeurs, c'est absolument génial. Ça va vous permettre, en fait, une fois que vous avez envoyé votre log, donc quel que soit son niveau, etc., d'enrichir ce log. Donc ça, c'est la liste des processeurs qui existent déjà par défaut dans Monolog, qui ne sont pas activés, c'est à vous de les activer, mais ils sont là, ils existent. Donc par exemple, si je regarde un des plus simples, le Memory Usage Processor. Son but, ça va uniquement, au moment où vous loguez, de récupérer votre log et d'ajouter dedans le Memory Usage courant, tout simplement. Et après, il y en a des un peu plus poussés, donc on peut le voir par exemple pour le Web Processor, qui va rajouter l'URL qui a été appelée, qui va rajouter l'IP du client, etc. Et bien entendu, vous pouvez créer vos propres processeurs pour ajouter ce que vous voulez dans vos logs, en fait. Donc comme j'ai dit juste avant, Monolog respecte le standard PSR3. Et il y a quelque chose que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont oublié dans PSR3, c'est le deuxième argument de chaque méthode, en fait. On a du contexte. Et ça, utilisez-le, c'est franchement fantastique. Je vous montrerai dans l'exemple après à quel point ça peut être utile, mais vraiment, c'est magnifique en fait. Si vous voulez le contexte, ça va permettre de rajouter encore une fois des informations à vos logs, mais cette fois-ci, c'est vous qui les donnez au moment où vous loguez. Donc par exemple, si vous loguez une exception, vous allez pouvoir ajouter quelle exception vous avez loguée. Donc ça, c'est l'exemple bateau qui est déjà fait par défaut dans Symfony, qui a déjà un processeur pour ça. Mais vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, si vous avez une erreur sur une page web, rajouter le user qui est actuellement connecté pour pouvoir débugger après plus facilement. Donc là, vous allez me dire qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que c'est bien beau, ouais, il y a plein de choses dans Monolog, mais comment j'articule tout ça? Qu'est-ce que j'en fais? Donc je vais prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est, admettons, je veux avoir tous mes logs qui sont affichés dans la console. Quand on développe une commande ou autre, ça peut quand même être super pratique, plutôt que d'aller se faire chier, aller ouvrir un fichier, machin. Là, j'ai directement tout dans la console, et je ne suis pas embêté. Donc là, ce que je vous montre, en fait, c'est pas comment instancier les classes Monolog, c'est la conf Symfony. Mais bon, au final, c'est assez simple. Enfin, le but, c'est pas non plus de vous montrer la doc, etc. Donc bref, dans ces deux parties, on voit que j'ai deux handlers, en fait. Parce qu'évidemment, je peux avoir plusieurs handlers. En l'occurrence, mes deux handlers sont de type console. Donc ça va juste, en fait, me permettre de changer la conf en fonction de certains paramètres. En l'occurrence, ce qui change ici, c'est le channel. Donc en fait, mon premier handler, qui s'appelle console, tout simplement, ne va pas prendre en compte tous les logs qui ont été envoyés avec le channel Doctrine. A l'inverse, le second ne va prendre que ceux qui ont été envoyés avec le tag Doctrine, le channel Doctrine. Donc là, en fait, la seule différence entre les deux, c'est le niveau d'erreur qui est plus élevé pour Doctrine. Ce qui nous permettra, même quand on demande dans la console d'avoir des logs en mode information, d'avoir aussi le debug pour Doctrine. Donc c'est la conf par défaut de Symfony. Ça, voilà. Un autre exemple, par exemple, je veux rajouter des informations de contexte, enfin de contexte web en fait, dans les logs de mon application web, du coup. Donc ça, par exemple, c'est un processeur qu'on a fait chez nous. En fait, dès qu'on va envoyer un log, et que ce log est envoyé au moment d'une requête HTTP, voilà toutes les informations qu'on va rajouter. Donc par exemple, on va rajouter des informations qui sont assez spécifiques à notre métier, mais par exemple, on va rajouter la locale. Parce qu'on a un seul site qui va gérer plusieurs pays. Donc là, ça peut être hyper intéressant d'avoir tout le temps la locale pour savoir sur quel site le problème a eu lieu. Donc on va ensuite rajouter pas mal de choses, comme la route courante, le user agent, l'IP du client, l'accept encoding, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ID du user qui est connecté. Si jamais il y a une personne qui est connectée sur le back-office, la personne qui est connectée dessus. Donc on va essayer d'enrichir vraiment nos logs pour ensuite pouvoir débugger plus facilement derrière, tout simplement. Et enfin, c'est un peu le but de la conf aussi, c'est je vais bien voir mes logs dans une belle interface. Parce que faire du SSH sur les serveurs et faire du tail, etc., ça marche pas. Surtout quand vous avez plusieurs frontaux, etc., c'est pas possible. Donc pour ça, je vous ai montré tout à l'heure avec les syslogs comment envoyer ça à Logstash. En fait, avec votre log applicatif et Monolog, c'est aussi simple. Donc là, en fait, ça c'est la conf qu'on utilise nous en production chez nous. Donc on a trois handlers, donc le type console,
tout simplement pour envoyer les logs dans la console. Le default notice qui va en fait envoyer tous les logs de niveau notice ou supérieur pour les channels request, security et app. Ces trois channels-là sont des channels, ces trois channels-là sont des channels définis par défaut dans Symfony et qui sont très verbeux parce que Symfony a beaucoup de logs. Donc on ne veut pas envoyer trop de logs non plus dans l'infra, surtout si c'est de l'info ou du debug, ça ne nous intéresse pas. A l'inverse, pour tous les channels qu'on a créés nous-mêmes, et il y en a pas mal, là par contre on veut beaucoup plus d'informations. Parce que généralement on va utiliser ces channels pour loguer des informations qui ne sont pas forcément des erreurs, mais juste pour indiquer, attention, je suis passé par ici, pour tel user, peut-être que j'aurais pas dû. Ou peut-être que j'espérais très fortement que cette fonction soit morte, mais en fait elle l'est pas. Voilà, donc là on va loguer au niveau info, et on va remonter ces informations dans Logstash et Elasticsearch. Donc là ce qu'on voit en fait c'est que c'est du type Guelph. Donc Guelph qui est un format qui a été mis en place par Greylog. Bon. Et bref, c'est un format qui vous permet en fait d'envoyer vos logs en UDP sur n'importe quel autre serveur, qui gère les chunks, etc. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous embêter. Vous faites du Guelph, et derrière, voilà à quoi ressemble l'input dans Logstash. Donc je vais tout simplement lui dire d'écouter sur le port 12201, qui est le port par défaut pour faire du Guelph, et je lui dis juste que mon input est type Guelph. Donc voilà la configuration dont on a besoin pour envoyer des logs à Logstash via l'application. Juste ce petit bout de code dans Symfony, et encore parce qu'on a mis 2 handlers, mais on peut très bien en avoir qu'un, et c'est 5 malheureuses lignes de code dans Logstash. Donc on va remonter, donc là on a vu l'input Logstash, maintenant on va voir les filters. Voilà. C'est exprès que c'est blanc en fait. Il n'y a pas de filter. En fait vous n'en avez pas besoin, parce que Logstash c'est super bien. Et par contre, avec EK, vous avez besoin d'écrire du Lua. Donc là, c'est le petit moment où je troll, en fait. J'aime bien avoir un petit troll dans mes conférences. Et je sais qu'il y en a, je sais pas s'ils sont ici ou pas, mais qui aiment bien EK, en fait, qui est un concurrent de Logstash, qui a été fait par Mozilla, qui est open source aussi, qui est fait en Go, qui a des perfs superbes. J'ai absolument rien contre EK, sauf que le produit est beaucoup plus jeune, et il s'interface beaucoup moins bien avec les besoins qu'on a au jour le jour. Donc si vous regardez, ce troll-là était pour Lyrics. Si vous allez voir son blog, vous verrez, il a écrit un article justement pour comment faire pour envoyer ses logs applicatifs dans EK et ensuite dans Elasticsearch et Kibana. Il y a juste Logstash qui change. Mais bon, vous verrez qu'il faut écrire, je sais pas, 100 ou 150 lignes de Lua, il y a plein de confs à faire. Utilisez Logstash. Pour l'instant, ça marche très très bien. Bon, j'arrête de troller. Ensuite, l'output. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai copié-collé la slide. Hein. C'est exactement le même output que pour le syslog. Donc en fait, là, pour tous nos logs applicatifs, on n'a fait aucun changement avec Logstash. Logstash sert uniquement de passe plat. Donc on envoie tous nos logs en UDP, et ensuite il les renvoie en HTTP à Elasticsearch. Donc c'est hyper simple à configurer. Donc voilà un peu les dashboards qu'on peut faire. Donc là, par exemple, c'est un dashboard pour syslog. Donc en haut, on a toutes les erreurs. Sur la droite, on a la répartition par serveur. Et ensuite, en dessous, on a chaque log indépendamment les uns des autres. Donc là, il y a beaucoup de rouge. J'ai pris le screenshot avant-hier, je crois. Rassurez-vous, ça a été corrigé entre-temps. Et en gros, là, tous les logs sont classés par importance, par niveau de warning, en fait. Enfin, on a les erreurs d'un côté, les warnings, etc. Donc ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la plateforme, de savoir ce qui se passe. Et là, en l'occurrence, sur 30 minutes, on a eu plus de 7500 messages par minute, en moyenne, qui étaient en critical. Donc on l'a vite corrigé. Voilà ce qu'on peut faire aussi pour les logs applicatifs. Donc là, encore une fois, on retrouve tout là-haut la répartition des erreurs, donc cette fois-ci qui sont classées par type d'application. Donc on a nos frontaux qui vont, je ne sais même plus dans quelle couleur ils sont. En bleu, on a nos workers qui sont faits dans l'application, on a d'autres workers, on a les indexeurs, enfin bref. On a un peu catégorisé nos différentes applications en utilisant tout simplement les channels. Donc chaque application a son propre channel, plus ou moins. Ensuite, sur la droite, donc on a la répartition par type d'erreur. Au milieu, on a plusieurs classements, donc je les détaille juste après en fait. Donc là, c'est ce dont je vous parlais, la répartition par type d'application. Donc encore une fois, on a les fronts, les workers, les batchs, etc. Ici, en fait, on a les erreurs par channel. Donc on peut voir que app, qui est le channel par défaut qui est défini par Symfony 2, est encore le plus utilisé chez nous. Mais on voit quand même qu'il y en a d'autres qui ont été définis. Donc par exemple, le suivant, c'est Total. Donc en fait, on a un partenariat avec Total. Tous les logs qui sont liés à ce partenariat vont utiliser le channel Total. Ce qui va nous permettre derrière de vérifier que tout se passe bien pour cette partie de l'application. Ça va permettre aux développeurs de créer leur propre dashboard et de n'avoir que les logs qui les intéressent.
Et voilà, donc on en a créé pas mal d'autres, pas encore assez à mon goût, mais ça va venir. Et là, tout ça, vous allez me dire, c'est bien joli, j'ai une belle interface pour voir mes logs, c'est cool, je suis content, mais pourquoi faire? Enfin, pourquoi j'ai besoin de voir tous mes logs comme ça voilà. Donc pour ça, le mieux, c'est que je vous fasse une petite démo donc, de Kibana. Je sais pas si... Alors, tac. Donc pour ça, je vais prendre un problème qu'on a eu en prod il n'y a pas longtemps. En fait, on a un worker qui ne fait qu'envoyer des SMS. Donc c'est un boulot qui est plutôt simple. On appelle une API avec un numéro de téléphone de destination, un message, et notre Presta s'occupe d'envoyer le SMS. Rien de compliqué. L'application gérait les erreurs, c'est-à-dire que quand notre partenaire nous répondait que le message n'était pas envoyé, le message était placé dans un coin. Et on devait ensuite le traiter manuellement pour regarder pourquoi il y avait une erreur, etc. Récemment, on a eu un requin d'erreurs sur ce worker, on a eu de plus en plus de SMS qui revenaient en erreur de notre prestataire. Et là, le problème, c'est que de plus en plus, ça fait peut-être 50 par jour. En soi, c'est pas énorme, mais pour retrouver quel est le message en erreur parmi les logs, c'est difficile. Donc, hop. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est le dashboard que j'ai montré tout à l'heure, mais du coup en temps réel, sur les 30 dernières minutes, donc sur la plateforme. Et on a créé quelques dashboards. Parfait. Et normalement, il y en a un pour les SMS. SMS Bard. Voilà. Donc là, cette fois-ci, celui-ci est sur 7 jours. Et donc là, en fait, on va voir toutes les erreurs qui se sont produites, qui ont été liées au SMS, en fait, sur 7 jours. Donc en fait, pour récupérer ces informations-là, c'est assez simple. Donc on a une partie ici, query. Donc en gros, je vais récupérer tous ceux qui viennent... oui, bon, exemple. Et donc pour les filtres, donc là j'ai pas mal de filtres, pardon. Donc en fait là j'ai demandé tous les logs qui venaient de nos workers, parce que je sais très bien que nos SMS workers tournent sur les machines de workers. Ensuite j'ai rajouté plein de filtres. Donc il y a un filtre qui va permettre d'avoir les logs sur 7 jours. Il y en a un qui va enlever tous les logs qui ne sont pas de la prod, vu que tout ce qui est pré-prod, etc. part aussi dans Logstash. Ensuite, on va enlever tous les logs qui sont d'un niveau insuffisant pour nous intéresser. Donc, clairement, on ne va récupérer que les erreurs. Qu'est-ce qu'on récupère d'autre? Et on va récupérer tous ceux dont le message de l'exception est SMS not sent. Donc là, ça nous permet donc d'avoir toutes les erreurs qui sont produites sur les 7 derniers jours. À partir de là, ça devient assez facile en fait de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le SMS n'a pas été envoyé. Il suffit que je clique sur un des messages de log. Donc évidemment, je choisis les colonnes affichées ici. Si je clique sur un message, je récupère toutes les informations. Je sais pas si bon, voilà. Donc par exemple, là on peut voir broker message body et broker message properties. Donc ça, c'est deux champs qu'on ajoute systématiquement à tous nos logs de worker. On va toujours ajouter le message qui est traité et ses propriétés. Derrière, ça va nous permettre de débugger extrêmement facilement, parce que si je veux reproduire le problème, j'ai juste à copier le message, à le remettre dans notre broker et à le reconsommer. Et en théorie, je devrais avoir la même erreur. Donc tout de suite, là, pour débugger, ça devient un vrai bonheur. Ensuite, on va avoir pas mal d'informations, notamment pas mal d'informations ici, qui sont préfixées par ctxt. Donc ctxt, en fait, c'est le préfixe par défaut qui est utilisé par Monologue quand on lui ajoute du contexte. Donc le contexte, c'est dont je parlais tout à l'heure dans PSR3, c'est le deuxième argument de quasiment chaque méthode, et qui va vous permettre en fait, de rajouter du contexte sur ce log. Donc là, en l'occurrence, le contexte qui a été ajouté, c'est donc tout ce qui concerne la réponse. Donc tout d'abord le message, donc unroutable message rejected. Donc ça c'est le message que notre provider nous a renvoyé lorsqu'on lui a demandé d'envoyer ce SMS. Donc déjà ça nous donne une bonne information. On sait que ce SMS n'a pas été envoyé pour cette raison. Ensuite on va récupérer d'autres informations comme par exemple la réponse complète qui a été envoyée par notre provider, le numéro qui est concerné, donc ça nous permet facilement ensuite de filtrer sur les numéros, de voir si par exemple il n'y a pas eu plusieurs fois le même numéro qui est revenu. Tac. Donc en théorie, si je fais... Donc là, je vais essayer de rajouter une nouvelle ligne. Tac. Donc par exemple, je vais essayer de récupérer la répartition des erreurs en fonction du message de retour de notre provider, pour voir si tous les messages ont été refusés pour la même raison, ou s'il y a plusieurs raisons qui ont mené à ces refus. Tac, save. Non, raté. Donc je rajoute une ligne, test, control. Voilà, donc là j'ai ma nouvelle ligne. Je vais tout simplement ajouter un panel. Donc un panel de type terms. Et en gros je veux des stats sur le champ ctxt, donc avec l'autocomplétion, c'est quand même pas mal.
Et j'ai pas ce que je veux. Dommage. Voilà, response, error text. Voilà. Je sauvegarde, j'ai absolument rien configuré, et voilà ce que ça me donne. Donc je sais pas si on voit très bien. Bon. En grosso modo, là, en 2 clics, j'ai récupéré en fait la répartition des messages d'erreur, la répartition des erreurs en fonction du message de retour de notre provider. Bon, c'est pas tout à fait exact parce que Elasticsearch derrière est mal configuré pour ce truc-là, mais bon. Voilà, donc en gros, je vois un peu comment c'est réparti et ça me permet de voir assez rapidement si tous mes messages ont été refusés pour la même raison. Dans ce cas-là, je sais que j'ai qu'une chose à corriger, enfin qu'une action à réaliser. Et par contre, si c'est pas le cas, ça me permet de réagir un peu plus rapidement. Donc là, c'était juste un use case, mais il y en a évidemment bien plus. Voilà. Voilà, donc ça vous permet de créer des dashboards absolument dans tous les sens. Tous nos développeurs ont accès évidemment à Kibana. Et encore une fois, comme je vous le disais, par exemple, les personnes qui vont bosser sur la partie totale vont pouvoir se créer leur dashboard et avoir la répartition des erreurs, enfin voir les erreurs tout simplement. Donc c'est quasiment en temps réel. On doit avoir un lag de, allez, grand maximum 2 minutes avec la prod. Et donc tout de suite, on peut réagir très rapidement après une MEB si une partie de l'application se comporte mal. On peut aussi, lorsqu'on nous remonte des bugs, aller voir dans les logs si ce bug-là n'a pas déjà été remonté, avoir du contexte et essayer de reproduire le bug plus facilement. Donc on a l'URL, on a la route, on a l'ID du user, on a sur quelle langue était le site à ce moment-là. Enfin bref, on a énormément de contexte qui vont nous permettre de reproduire le bug derrière. Voilà, donc la conférence est finie. Je vous invite à aller sur Join-in pour noter pas uniquement ma conférence ou celle à laquelle vous avez assisté. Ça a déjà été dit, mais encore une fois, c'est super important pour les speakers. C'est vraiment un super retour. Les slides sont en ligne. Je ne l'ai pas encore dit, mais BlaBlaCar recrute. On a un stand là-haut, n'hésitez pas à passer. On a un baby-foot. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour. T'as quoi comme infrastructure derrière? Combien de serveurs? Quel dimensionnement? Alors j'ai pas détaillé l'infra, j'aurais pu, c'est vrai. Aujourd'hui en fait, toute cette infra-là chez nous est dans Amazon. Ça va changer, mais pour l'instant c'est dans Amazon. Donc en fait on a un Logstash qu'on appelle le shipper, donc qui va uniquement récupérer les logs, qui va avoir comme output en fait un ELB qui pointe sur 2 Redis. Donc ces 2 Redis sont en master slave. Ensuite on va avoir 3 Logstash qui sont des filters, donc qui vont traiter les logs et les récupérer depuis depuis les 2 Redis, et qui vont ensuite envoyer ça à un autre ELB qui lui est connecté à 5 Elasticsearch qui eux vont stocker la data. Donc on a pas mal de machines, mais c'est un peu, pour les Logstash c'est clairement surdimensionné parce que ça marche extrêmement bien. Enfin on l'utilise pour d'autres tas, pour d'autres besoins on va dire, et Logstash tient vraiment très très bien la charge. Et là on est en train de voir pour ramener en fait chez nous toute cette infra. Donc ce sera probablement un cluster ES toujours à 5 nœuds, mais un peu plus gros que ceux qu'on a dans Amazon, surtout en espace de stockage, que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Après les serveurs sont pas surchargés, c'est vraiment le stockage qui nous manque. Et après pour les Logstash, on aura probablement que 2 qui vont directement envoyer dans Elasticsearch en fait. On n'aura plus cette étape de Redis. Quand tu dis pas surchargé, c'est combien de cœurs, combien de RAM? De mémoire, c'est des C3X large, je crois, les instances. Donc c'est quand même des belles instances, mais c'est pas... Merci. Ouais, j'avais une question à poser. Je suis ici. Bonjour. Est-ce que vous avez des problématiques de données confidentielles qui seraient remontées par des logs applicatifs? Et si oui, comment vous les gérez? On n'a pas vraiment de données confidentielles. Là, la preuve, je vous ai montré un dashboard où il y avait en clair des numéros d'utilisateurs, donc qui existent vraiment sur le site, hein, j'ai rien inventé. Après, les données qu'on remonte, c'est vrai qu'on n'a jamais eu ces problématiques en fait. Donc par exemple, tout ce qui est SMS, email, il n'y a pas de problème, on les balance dans Logstash. Après, évidemment, on n'envoie pas les mots de passe. Mais on n'a pas vraiment de données confidentielles, en fait. Enfin, pas suffisamment confidentielles pour justifier de ne pas les envoyer à Logstash, en fait. La suite de cette question, justement, est-ce que l'URL... Je suis ici. Ah, pardon. Est-ce que, justement, vous avez mis en place une couche de sécurité pour accéder? Il n'y a que vos équipes qui accèdent, ou c'est n'importe qui va sur l'URL et il a tous les logs de BlaBlaCar? Non, c'est sécurisé.
En fait, on a une politique chez nous, c'est qu'on a deux types d'URL. On a les privés pour mobilecard.net et les ex pour mobilecard.net. Et en l'occurrence, ça c'est une URL en privé, donc il faut absolument être sur la même VLAN. Donc dans tous les cas, même si tu es à l'extérieur, là je suis connecté en VPN pour y avoir accès. Donc ouais, c'est sécurisé et clairement on veut pas du tout exposer ça à l'extérieur. Parce que même si c'est pas confidentiel, ça reste quand même un peu critique. Merci Olivier pour la conférence. Je t'en prie Olivier. J'ai une question en fait plus fonctionnelle sur l'usage des dashboards qui sont faits. Est-ce que c'est des dashboards qui sont destinés aux développeurs, aux tech managers, ou est-ce que finalement c'est ouvert à d'autres services de l'entreprise, je sais pas, plus fonctionnels ou marketing voilà quoi. Très bonne question. Pour cette partie-là que j'ai présentée, c'est uniquement pour... Enfin, c'est uniquement... Non, c'est pas interdit aux autres, mais l'intérêt n'est réel que pour les développeurs, les tech managers, enfin toute l'équipe tech en fait. Par contre, en fait, on a la même stack, donc beaucoup plus petite par contre, qui est dédiée au marketing. Et par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va loguer dès qu'il y a des paiements, par exemple, des paiements aux inscriptions. Donc on va juste loguer en rajoutant du contexte, encore une fois, par exemple la langue de l'utilisateur. Et ça va permettre derrière au marketing de faire des dashboards pour avoir un aperçu en temps réel de la prod. Donc ils vont pouvoir voir le nombre de sign-up, donc sur les 30 dernières minutes par exemple, répartis par pays, répartis par ce qu'on appelle nous les médias, donc c'est-à-dire web, API, mobile, etc. Et voilà, donc ils ont, il y a une autre infra pour eux, pour vraiment le temps réel. Et en l'occurrence, pour l'instant, il n'y a pas de limite sur la rétention, mais ce sera probablement 7 jours maximum, quoi. Mais pour moi, Elasticsearch n'est pas l'outil le mieux adapté pour faire ce genre de choses, en fait. C'est pratique parce qu'on connaissait la techno, donc on l'a rapidement mis en place. Mais je pense qu'il y a d'autres technos d'instrumentation du code qui sont plus adaptés pour faire des dashboards plus orientés marketing, en fait. Merci pour la présentation. J'avais juste une question quand tu présentais le nœud, enfin Logstash quand il envoie vers Elasticsearch. J'ai vu que tu avais la date dans l'index et je pense que c'est pour des raisons de performance. Et est-ce que derrière tu es capable de faire un reporting cross-date ou à chaque fois tu t'es limité à l'index courant? Enfin, comment ça marche derrière le fait qu'il charge tous les index? Alors en fait, là on a un index par jour. C'est le choix qu'on a fait. Ce qui nous permet en fait de garder un historique sur 30 jours. Et il y a des outils qui existent en fait pour supprimer les anciens index. Donc ça va très vite. Par contre derrière avec Kibana, le dernier index que j'ai montré était sur 7 jours. Donc en fait Kibana, enfin ES sait très bien faire des recherches sur plusieurs index à la fois. Et en l'occurrence Kibana exploite cette possibilité pour faire des dashboards qui ne sont pas limités dans le temps. Oui, vous m'entendez là ou pas? Ouais, ok. Juste, combien de logs vous générez par jour en fait, en taille disque? C'est une bonne question. Je pense que juste avec les logs applicatifs, on ne doit pas être très loin des 20-25 gigas. Donc uniquement applicatif. Après, pour tout ce qui est syslog, on est un peu moins, on doit être vers les 10 gigas. Et là, la prochaine étape, on l'avait déjà fait, mais on l'a jamais exploité en fait, cette source de données, c'est de loguer en fait tous les appels HTTP. Donc vraiment tous les access logs. Et là, par contre, ça va exploser en espace disque. C'est aussi pour ça qu'on veut physicaliser ces serveurs, les avoir en interne et avoir des gros disques. C'est pour pouvoir balancer vraiment beaucoup d'infos dedans. Mais aujourd'hui, je dirais à la louche, on est entre 30 et 50 gigas. À la louche. Ok. Et vous gardez combien de temps d'historique? Là, vous avez dit 30 jours, mais c'est sur tous ou On a catégorisé nos logs en fait en fonction de leur provenance. Donc on va garder les logs syslog pendant 30 jours. Et les logs applicatifs, on a réduit parce qu'ils prenaient quand même pas mal de place. On doit les conserver pendant 15 ou 20 jours, je ne sais plus exactement. Mais c'est déjà plus que suffisant, parce que c'est vraiment normalement pour faire de la correction de bugs. Enfin, l'idée c'est quand même d'être assez réactif, on nous remonte un problème. Si on le trouve dans Logstash et que c'est facile à corriger, enfin dans Kibana pardon, et que c'est facile à corriger, tout de suite on va le corriger. Enfin, avoir un historique sur 30 jours, ce serait idéal, mais sur 15 jours nous suffisent en fait. Ok, mais donc du coup, est-ce que ça veut dire que y a quelqu'un chez vous qui se frappe tous les jours à l'analyse des logs, ou est-ce qu'en fait vous réagissez lorsqu'on vous dit oh là là, il y a plein de bugs partout, faut le chercher? Ou est-ce que vraiment il y a une personne dédiée chez vous qui fait ça tous les jours, qui regarde les logs et qui essaie de détecter s'il y a des grosses conneries quoi? Non, il n'y a absolument personne de dédié, c'est encore une fois tous les développeurs y ont accès. Ils l'utilisent quand même pas mal, enfin beaucoup plus qu'au départ. C'était un peu difficile de le faire rentrer en fait. On a des dashboards, donc qui sont pas faits avec ça, mais qui sont faits avec New Relic. Et en fait, le premier réflexe, quand on voit des erreurs ou des courbes anormales via New Relic, c'est d'aller voir en fait Logstash pour savoir s'il n'y a pas un problème.
Et après, beaucoup de développeurs justement vont utiliser ces channels pour loguer les informations qui les intéressent, qui sont même pas forcément des erreurs, c'est juste ça leur permettre en fait de remonter le comportement de l'application. Et là, dans ce cas-là, derrière, ils le font d'eux-mêmes en fait, c'est juste loguer les informations pour avoir des billes derrière pour savoir qu'est-ce qu'ils ont amélioré. Donc c'est à chaque développeur de s'astreindre à suivre régulièrement si tout se passe bien en fait, en regardant. Tout à fait, ouais. Ok. Mais quand je passe régulièrement dans les bureaux, il y a pas mal de développeurs qui ont toujours une fenêtre d'ouvert en fait là-dessus. Même si elle n'est pas sur l'écran, ils vont souvent switcher, etc. Et même s'ils font pas très gaffe, en fait, ils ont toujours la courbe qui passe devant les yeux. Et le jour où il y a vraiment un gros pic, ça passe pas inaperçu en fait. Ok, ça va. Merci. Moi j'ai une question ici. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de trafic sur BlaBlaCar. Je me demandais quelle était la façon que vous aviez de loguer entre l'applicatif même et le point d'entrée. Est-ce que tout passe par un Logstash? Est-ce que vous passez par une message queue? Ou est-ce que tout est directement envoyé dans Logstash? Et quels impacts ça peut avoir sur la performance, étant donné le nombre de logs qu'il peut y avoir pour une seule requête HTTP? Alors l'impact c'est 0, vu que c'est en UDP. On perd des logs, on s'en fout, enfin, c'est pas un problème. Aujourd'hui, tout est envoyé sur un seul Logstash, qui est une instance Amazon, qui ensuite derrière stocke dans Redis, etc. Mais le point d'entrée, vu que les ELB d'Amazon dans tous les cas ne savent pas faire l'UDP, on a un point d'entrée qui est une machine unique en fait. Donc tous les logs de tout BlaBlaCar sont envoyés à un seul Logstash. Exactement. Et ça te donne pas l'impression de faire un goulot d'étranglement? Pas du tout. Okay. C'est pour ça que sur l'infra qu'on veut faire en interne, on mettra 2 machines qui vont recevoir les logs pour la redondance, mais dans tous les cas, je pense qu'on va zapper cette partie de Redis qui sert de broker en fait, parce que je suis pas sûr qu'elle a un intérêt. Aujourd'hui, en fait, on utilise Logstash pour un autre usage, qui est l'instrumentation justement qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, pour chaque requête HTTP, pour chaque message qui est consommé dans Rabbit, pour chaque appel à Redis qui est fait, on envoie un message dans un Logstash qui est chez nous, sur une VM, qui doit faire 4 cœurs et 4 Go de RAM, quoi. Et le Logstash ne bronche pas. Le Logstash, il doit être à, je sais même pas, il est à moins de 1 de l'autre, quoi. Et pourtant, il se prend, je pense bien 150 000 événements par minute, en fait. D'accord. Enfin, je ne sais même pas combien il en prend, mais il bronche pas. Ok, d'accord. Ok, très bien, merci. Ce sera la dernière question. Merci pour votre intervention. Alors en fait, j'avais une question qui rejoint un peu ce qui vous a été posé juste avant. C'est est-ce qu'il y a moyen d'intégrer un système d'alerte avec des filtres du coup sur Kibana? Je connais aucun outil qui le fait. Enfin, il y a les outils qui le font, mais pas forcément sur Kibana. Dans tous les cas, Kibana, c'est juste pour le rendu. S'il y a du alerting qui doit être fait, ce sera via des requêtes de Kibana, mais ce sera fait dans ES, je pense. Je sais pas. Je connais aucun outil qui le fait. Et aujourd'hui, pour nous, cet outil-là, c'est pas du tout voué à être utilisé pour l'alerting plus tard. Là, c'est vraiment pour stocker des logs et les analyser. C'est pas du tout pour être proactif sur la prod. Et c'est pour ça qu'à côté, on est en train de faire beaucoup d'instrumentation. Je sais qu'il y a pas mal de boîtes ici qui en font justement, et nous, on n'en fait pas encore. Et là, par contre, ça devient vraiment intéressant d'avoir de l'alerting sur l'instrumentation. Tu vas monitorer le temps de réponse de tes pages, le nombre de RPM que tu as, etc. Là, au final, les logs qu'on reçoit, c'est assez variable. On peut très bien, pendant 10 minutes, ne recevoir aucun log. Bon, ça n'arrive quasiment jamais, mais ça peut arriver. Donc, c'est pas un outil assez fiable, je pense, pour faire de l'alerting. Ok, merci. Merci beaucoup.